Vous savez que nous entrons dans une phase cruciale des négociations sur le climat, puisque cette année, à la fin du mois de novembre et pendant la première quinzaine de décembre, va se tenir à Paris, plus exactement au Bourget, la COP21, c'est-à-dire la 21e conférence internationale sur le changement climatique. C'est-à-dire pour la 21e année consécutive, les États vont tenter de se mettre d'accord sur une manière de limiter le changement climatique et idéalement de limiter la hausse des températures à 2 degrés Celsius, ce qui est l'objectif sur lequel ils se sont accordés à la conférence de Copenhague en 2009. Nous vivons des moments de vérité, c'est-à-dire nous vivons des moments où l'Europe et le monde vont décider dans les prochains mois quel modèle ils se donnent pour le futur. Lundi prochain, à Bruxelles, sur la question des migrations et des réfugiés, l'Europe va décider si elle choisit le modèle d'une Europe ouverte sur le modèle de l'Allemagne ou le modèle d'une Europe forteresse sur le modèle de la Hongrie. En décembre, le monde va décider s'il choisit de se sauver lui-même ou s'il choisit de se précipiter aveuglément vers le chaos. Et il ne faut pas sous-estimer l'importance de ces moments, il ne faut pas sous-estimer l'importance des choix décisifs qui vont être opposés. Alors j'aime pas dire la COP21 c'est la réunion de la dernière chance, etc. Mais c'est en tout cas au moins le moment où l'on va s'engager ou pas dans une direction résolue pour lutter contre le changement climatique. Jusqu'ici, toutes les mesures qui ont été prises pour lutter contre le changement climatique, c'était des mesures d'ajustement à la marge, où l'on cherchait bien sûr à réduire un peu les émissions, mais sans réorganiser complètement le modèle économique, le modèle de production et de consommation d'énergie, et bien sûr d'énergie fossile en particulier. Tous les gouvernements, pour le moment, sont pris dans cette contradiction. Je donne un exemple récent, prenons un exemple américain pour ne pas toujours taper sur le gouvernement français. Barack Obama a récemment dévoilé un plan assez ambitieux de lutte contre le changement climatique aux États-Unis. Et quelques semaines après, il a autorisé les forages pétroliers dans l'Arctique. Simplement parce que les gouvernements aujourd'hui, de tous les pays, sont pris en tenaille et essayent de ménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire essayent à la fois de prendre des actions pour lutter contre le changement climatique, actions qui portent d'ailleurs leurs fruits, mais continuent d'autre part à subventionner largement les énergies fossiles et à encourager les énergies fossiles, de peur que le renoncement aux énergies fossiles n'entraîne des conséquences économiques dommageables. Et donc, pardonnez-moi l'expression, mais les gouvernements du monde entier, pour le moment, à l'exception de quelques-uns, sont tous assis le cul entre deux chaises, en tentant de ménager des intérêts divers. L'enjeu de la conférence de Paris, véritablement, ça va être de choisir une voie ou de choisir l'autre voie. Alors, bien entendu, vraisemblablement, on pourra voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Bien entendu, tout ne sera pas parfait. J'espère que même si ça rate, tout ne sera pas raté. Ce qui me paraît vraiment important, c'est la décision que l'on va choisir, la décision que l'on va prendre, le choix que l'on va poser à la conférence de Paris. Et je vais essayer de vous montrer, lors de cette conférence, pourquoi ce choix est important et pourquoi ce choix, en fait, est un choix profondément politique et économique, et pourquoi cette question climatique n'est pas du tout une affaire d'environnement. Et je crois qu'une erreur fondamentale que l'on fait régulièrement, c'est de considérer que l'on va apporter une réponse aux problèmes climatiques par des solutions environnementales et par des mesures de politique environnementale. Ça ne suffira pas
simplement parce que le climat déborde aujourd'hui largement les enjeux d'environnement. Et donc croire qu'il suffira d'un traité environnemental pour résoudre le problème du changement climatique, je pense que c'est un leurre et une illusion, et je vais essayer de vous en convaincre pendant 1 heure et puis pendant la demi-heure de questions que nous échangerons ensemble. Pourquoi est-ce que la situation est grave? Parce que, comme vous le savez, la température ne cesse de se réchauffer. L'année 2014 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée. C'est-à-dire que depuis que l'on effectue des mesures de température, l'année 2014 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée sur la planète. Et il est probable que l'année 2015 ou que l'année 2016 batte à nouveau ce record. Nous sommes clairement dans une évolution structurelle. Le problème, c'est que les températures continuant à monter, eh bien, nos émissions de gaz à effet de serre continuent, elles aussi, à augmenter. Et que, comme vous le savez, en 2009, on s'est donné comme objectif de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés maximum en moyenne d'ici la fin du siècle. Ce n'est pas un choix scientifique, c'est un choix politique qu'on a fait. 2 degrés, c'était ce qui apparaissait comme le compromis acceptable entre ce qui semblait réalisable en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre et ce qui semblait possible, réalisable en termes d'impact. Et donc c'est en gros le compromis de ce que l'on peut faire pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et de ce qu'on accepte comme impact du changement climatique. Comme vous le savez et comme vous avez dû le lire, pour le moment, le compte n'y est pas. Pourquoi est-ce que le compte n'y est pas? Parce que si l'on regarde ce graphique, pour limiter nos émissions de gaz à effet de serre, pour limiter le réchauffement de la température à 2 degrés d'ici la fin du siècle, il faut que nous divisions par 2 les émissions mondiales de gaz à effet de serre d'ici 2050. Pourquoi faut-il faire cet effort d'ici 2050? Pour une raison assez simple mais déconcertante également, parce que le climat met environ 50 ans, 2 générations à réagir par rapport aux émissions que nous envoyons dans l'atmosphère. Ce qui veut dire que les premiers impacts du changement climatique que nous subissons aujourd'hui, et que les populations des pays en développement subissent encore bien davantage que nous, ce sont le résultat des émissions de nos grands-parents. Et que les conséquences des émissions que nous produisons aujourd'hui même se feront ressentir d'ici une 50aine d'années. Ce qui veut dire, et c'est très décourageant pour l'action politique et pour l'action individuelle, naturellement, ce qui veut dire que les impacts du changement climatique sont bloqués pour 50 ans. Même si nous arrêtions aujourd'hui toute émission de gaz à effet de serre, pendant les 50 prochaines années, nous savons que les impacts du changement climatique vont s'accentuer, vont s'aggraver. Ce n'est évidemment pas très motivant. Particulièrement quand vous êtes un responsable politique et que vous devez prendre des mesures dont vous savez que vous ne pourrez pas escompter les résultats avant 50 ans. Quand François Hollande promet d'inverser la courbe du chômage pendant la durée de sa présidence, il espère pouvoir montrer que la courbe s'est inversée avant la fin de son quinquennat. Il ne s'agit pas d'inverser la courbe du chômage pour avoir des résultats qui profiteront dans 50 ans à son successeur. Pourtant, en matière climatique, c'est ce qu'on nous demande de faire. On nous demande d'agir non pas pour nous, ni même pour nos enfants, mais pour nos petits-enfants. Et c'est quelque chose qui, évidemment, est très, très difficile à faire parce que cela implique que, potentiellement, nous devions faire des sacrifices aujourd'hui pour une génération que nous ne connaissons pas encore.
Ce sacrifice, il consiste à réduire nos émissions de gaz à effet de serre de moitié d'ici 2050, pour arriver à un résultat d'ici 2100. Évidemment, pays industrialisés et pays en développement n'étant pas au même niveau, il est admis communément que les pays industrialisés devront procéder à une réduction plus importante de leurs émissions, tandis que les pays en développement pourront, dans un premier temps, continuer à augmenter leurs émissions avant de les réduire également. Et donc, si nous étions engagés dans la voie de la limitation vers 2 degrés, nos émissions devraient suivre la courbe noire en gras que vous voyez à l'écran. Le problème, c'est qu'on n'y est pas du tout. Le GIEC, qui est donc l'organisme scientifique mandaté par les Nations Unies pour étudier le climat, ses dangers et ses impacts, calcule l'évolution possible de nos émissions de gaz à effet de serre selon plusieurs scénarios. Certains scénarios sont plus optimistes, d'autres plus pessimistes. Ces scénarios, vous les voyez en rouge, ce sont les courbes rouges dans le haut de l'écran. Vous voyez qu'aucune de ces courbes rouges ne suit la courbe noire en gras. Pis encore, puisque lorsqu'on regarde la réalité de nos émissions de gaz à effet de serre par rapport au scénario du GIEC, on constate qu'on émet encore un peu plus de gaz à effet de serre que ce que le GIEC n'avait prévu dans son scénario le plus pessimiste. En d'autres termes, la courbe réelle de nos émissions de gaz à effet de serre, elle est un peu au-dessus de la courbe rouge qui est la plus pentue. Ce qui veut dire que, à chaque année qui passe, la courbe de nos émissions, en d'autres termes, la courbe de ce que l'on fait et la courbe de ce que l'on devrait faire, s'éloignent davantage. C'est aussi pour cela qu'il y a urgence à agir, pas seulement parce que les impacts du changement climatique se déploient dès aujourd'hui, mais parce qu'à chaque année qui passe, la courbe de nos émissions et la courbe de ce qu'il faudrait faire s'éloignent davantage et donc rend l'effort plus difficile. On sait que si nous n'avons pas atteint un pic des émissions mondiales de gaz à effet de serre avant 2020, c'est fichu. Ça fait longtemps qu'on le sait. En 2009, on le savait déjà et on a délibérément perdu 6 ans avant de faire quelque chose. C'est pour ça que le changement climatique est aussi un problème particulier que nous devons traiter sur cette génération. Quand nous serons en 2025 ou en 2030, eh bien, nous saurons si nous avons réussi ou pas à nous attaquer à ce défi climatique. Ce n'est pas un problème que nous pouvons refiler à la génération suivante. Ce n'est pas comme la dette publique ou le désarmement nucléaire. Ça serait bien de s'en occuper maintenant, mais si on sait que si on n'a pas les moyens de s'en occuper, eh bien on pourra toujours fourguer le problème à nos enfants. C'est un problème que nous devons gérer maintenant, dans une fenêtre de tir qui est extrêmement réduite, qui est de l'ordre de 15 à 20 ans. Et donc nous saurons assez rapidement, au fond, si nous avons réussi ou si nous avons échoué. Pour le moment, nous sommes légèrement au-dessus de la courbe rouge. Donc pour le moment, nous nous dirigeons vers l'échec. Ça ne veut pas dire que cet échec est irrémédiable, irrévocable et inéluctable, mais plus le temps passe et plus nous perdons du temps, plus l'échec se rapproche. Parce que, bien entendu, comme nos émissions de gaz à effet de serre ne cessent d'augmenter, aujourd'hui, la plupart des scientifiques s'accordent à dire que
c'est raté pour l'objectif des 2 degrés. Ça va très vite. En 2009, l'objectif des 2 degrés, ça paraissait un objectif laxiste. En 2009, beaucoup de pays, à commencer par les petits États insulaires, se battaient pour qu'on adopte un objectif de 1,5 degré. Et déjà à l'époque, l'objectif de 2 degrés avait été considéré, le choix de l'objectif de 2 degrés avait été considéré comme une défaite par les associations environnementalistes. Et je me souviens que cette même année, en 2009, j'avais assisté à un colloque à l'université d'Oxford qui portait sur une simulation d'un monde à plus 4 degrés. Et à l'époque, ce colloque passait pour un sympathique exercice intellectuel de science-fiction. Personne n'envisageait sérieusement l'hypothèse d'un réchauffement de l'ordre de 4 degrés d'ici la fin du siècle. Nous sommes aujourd'hui 6 ans plus tard à peine, et cet objectif, ou plutôt ce scénario d'une élévation de la température de 4 degrés d'ici la fin du siècle, qui paraissait il y a 6 ans une hypothèse de science-fiction, est aujourd'hui considéré comme l'hypothèse la plus plausible par une majorité de climatologues, mais aussi par des organisations comme la Banque mondiale. La Banque mondiale, ce n'est pas spécialement une ONG environnementale, ce n'est pas Greenpeace ou les Amis de la Terre ou Eliant. D'accord ? Et donc, quand la Banque mondiale commence à prendre sérieusement en compte l'hypothèse des 4 degrés, c'est qu'il y a vraiment des raisons de s'alarmer. C'est que cette hypothèse devient l'hypothèse lourde, véritablement. 2 degrés, 4 degrés, qu'est-ce que ça change? Comme je vous dis, on a choisi l'objectif de 2 degrés parce qu'on considérait que les impacts du changement climatique, qui sont importants et déjà dévastateurs à 2 degrés, restaient malgré tout acceptables. À 4 degrés, ces impacts sont évidemment démultipliés. La conséquence principale, et je pense ce qui fait la différence principale entre l'objectif de 2 degrés et le scénario à 4 degrés, c'est le fait qu'à 4 degrés, certaines zones du monde deviennent tout simplement inhabitables. Puisque 2 degrés et 4 degrés, ce sont évidemment des moyennes qui cachent des écarts parfois importants de température selon les régions du monde. Et cet été, je suis allé à Dakar donner une formation pour des élus locaux et des agents des autorités locales qui s'étaient donc rassemblés à Dakar et qui venaient d'un peu partout au Sénégal. Et j'avais fait la projection pour le Sénégal. Plus 4 degrés en moyenne, au Sénégal, ça veut dire plus 8 degrés à peu près. Et je me souviens très bien d'un type qui me dit « ça ne va plus être possible. Quand je suis parti de chez moi il y a 2 jours pour venir à Dakar, il faisait 45 degrés, ce qui est déjà très très chaud. Et je sentais que 45 degrés, c'était vraiment la limite qui était supportable. Si je rajoute 8 degrés, ça voudra dire 53 degrés. Ça voudra dire simplement que ça ne sera plus possible d'habiter là d'où je viens. À 2 degrés, toutes les zones du monde restent à peu près habitables. À 4 degrés, ce n'est plus le cas. Ça veut dire qu'il faut repenser à 4 degrés quelles sont les zones du monde où l'on peut habiter et les zones du monde où la vie humaine n'est plus possible. C'est un fameux défi démographique. L'autre point de bascule entre 2 et 4 degrés, c'est l'état de la science. Les scientifiques aujourd'hui peuvent prévoir les impacts du changement climatique à 2 degrés. Pas encore bien à 4 degrés. Au-delà de 2 degrés, les scientifiques préviennent qu'on entre dans une sorte de terra incognita.
notamment à cause de ce qu'ils appellent des tipping points, c'est-à-dire des points de rupture ou des seuils de bascule. C'est-à-dire des changements abrupts et irréversibles dans l'équilibre du système climatique qui fait qu'à un moment donné, le climat s'emballe et devient impossible à maîtriser. Vous avez peut-être vu ce film, Le jour d'après, qui montrait ce que deviendraient les États-Unis sous l'effet d'un changement climatique extrême, avec le Gulf Stream qui s'arrêtait, les États-Unis qui entraient dans un nouvel âge glaciaire et la population américaine qui était obligée de se réfugier au Mexique. On s'était beaucoup moqué de ce film à l'époque. On avait dit « Ah, un film catastrophe de science-fiction, complètement irréaliste ». Le jour d'après illustre simplement ce qui se passerait si un possible point de rupture survenait. Et un possible point de rupture qui peut se produire au-delà de 2 degrés, c'est l'inversion du Gulf Stream, voire l'arrêt du Gulf Stream. On ne sait pas. On ne sait pas quand ça peut se produire. Les scientifiques disent simplement « Nous savons qu'au-delà de 2 degrés, c'est quelque chose qui peut se produire, mais nous ne savons pas quand, ni à quel état, ni à quel stade. » Un autre point de rupture qui peut se produire, c'est la fonte complète de la calotte polaire arctique, qui, vous le savez, est largement responsable de la hausse du niveau de la mer. Il est acquis pour le moment que la hausse du niveau de la mer sera d'1 mètre à peu près d'ici 2100. Mais si la calotte polaire arctique fondait complètement, à ce moment-là, les scientifiques estiment que la hausse du niveau de la mer serait comprise entre 6 et 7 mètres. Et encore une fois, la possibilité d'une fonte complète de la calotte polaire arctique au-delà de 2 degrés est une possibilité. Alors l'année dernière, le magazine National Geographic a fait des cartes qui simulaient ce que donnerait une élévation du niveau de la mer de 6 mètres si rien n'est fait pour protéger les territoires. Vous voyez que Venise deviendrait de l'histoire ancienne, Bruxelles deviendrait une sympathique station balnéaire, les Pays-Bas et le Danemark disparaîtraient complètement, et la crise de Crimée se résoudrait d'elle-même. Mais ce n'est évidemment rien par rapport à ce qui attendrait l'Asie du Sud et l'Asie du Sud-Est. Il y a davantage de gens qui habitent sur cette carte que partout ailleurs dans le monde. C'est sur cette carte qu'est concentrée plus de la moitié de la population mondiale. Et vous voyez que des pays comme le Bangladesh disparaîtraient complètement, que l'Indonésie ou les Philippines ne seraient pas vraiment en meilleur état, pareil pour la Thaïlande. Vous voyez les zones entières de la Chine qui disparaîtraient, notamment autour de Shanghai. Alors très vraisemblablement, ça ne se passera pas comme ça, parce qu'il y a des territoires qu'on va protéger. Je n'imagine pas un seul instant le gouvernement néerlandais ou le gouvernement danois laisser submerger leurs côtes de cette façon. Je n'imagine pas que le gouvernement italien ne prendrait pas les mesures nécessaires pour protéger Venise et sauver Venise des eaux. Mais qu'en sera-t-il du Bangladesh? Est-ce qu'on pourra protéger un pays tout entier? Est-ce qu'on pourra protéger ces kilomètres et ces kilomètres de côte? Vraisemblablement, il y a des choix qui devront être faits à 4 degrés entre les territoires que l'on protège et les territoires qu'on sacrifie. Et cela, c'est le monde qui nous attend si nous n'infléchissons pas radicalement le cours des choses à la conférence de Paris. Alors, qui est responsable de ça? Et un enjeu fondamental de la COP21, c'est évidemment de se répartir l'effort de réduction des gaz à effet de serre. Et pour le moment, cette répartition de l'effort
se fait selon un principe qu'on appelle le principe de responsabilité commune mais différenciée. En d'autres termes, que le partage de l'effort doit se faire en fonction de la responsabilité des uns et des autres dans le problème climatique. Et la manière dont on va définir le problème généralement, c'est comme ceci. On va agréger les émissions de gaz à effet de serre d'un pays sur une année donnée et on va faire un classement du pays le plus pollueur au pays le moins pollueur. Et le pays considéré généralement comme le plus pollueur et donc comme le plus responsable, c'est la Chine, suivi des États-Unis, suivi de l'Inde, de la Russie, de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de la France, etc., etc. Vous notez au passage deux petites choses sur cette carte. L'Afrique disparaît quasiment complètement de la carte, à l'exception des pays du Maghreb, du Nigeria et de l'Afrique du Sud. Et contrairement à une idée fréquemment reçue, les émissions de la Chine et de l'Inde ne sont pas du tout équivalentes. La Chine émet à peu près 3 fois plus d'émissions de gaz à effet de serre que l'Inde. Mais donc voilà comment on compte et comment on comptabilise les émissions de gaz à effet de serre généralement. Mais aujourd'hui, nombreux sont les pays qui s'opposent à cette comptabilisation. Et nombreux sont ceux qui disent qu'il faut compter autrement. Et par exemple, il serait plus juste de compter les émissions non pas par pays, mais par habitant. Et effectivement, ça peut paraître plus équitable de compter les émissions par habitant. Si on compte les émissions par habitant, le pays le plus pollueur, ça devient le Qatar, suivi des Émirats arabes unis, du Koweït, de l'Arabie saoudite, du Sultanat d'Oman, des Malouines, de Monaco et de Luxembourg. En d'autres termes, ce sont les petits pays, et singulièrement les petits pays pétroliers, qui vont dominer le classement. Ça donne évidemment une toute autre perspective aux choses, et ça donne une toute autre lecture des responsabilités. Et un des enjeux de la conférence de Paris, c'est de voir comment on va s'accorder ensemble pour déterminer cette responsabilité et donc pour déterminer comment on se partage le fardeau de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Notez que si la solution paraît plus équitable, elle pose aussi des problèmes d'équité. Par exemple, si on compte les émissions par habitant, on fait complètement abstraction des différences de classe sociale et on considère que un sans-abri à New York est davantage responsable du changement climatique qu'un milliardaire indien. Ça pose aussi des problèmes en termes d'équité. C'est la raison pour laquelle il y a en réalité plusieurs autres manières de comptabiliser les émissions de gaz à effet de serre. Et chaque pays vient un peu dans la négociation avec sa technique de comptabilisation qu'il estime être la plus équitable, qui est en réalité souvent celle qui correspond le mieux à ses intérêts nationaux. Derrière cette question de la répartition de l'effort, il y a un enjeu profond de justice et d'équité. Et le changement climatique, c'est aujourd'hui avant tout un enjeu de justice et d'équité. Parce qu'il y a cette injustice fondamentale du changement climatique qui fait que les pays qui sont les plus durement touchés sont aussi les pays qui sont les moins responsables. Et que les pays qui sont les plus responsables, les pays industrialisés d'aujourd'hui, seront proportionnellement beaucoup moins touchés que les pays en développement. Et c'est là que se trouve toute la difficulté de la négociation. C'est que les pays ne doivent pas agir pour eux, mais agir pour les autres. C'est-à-dire qu'il faut trouver une manière de contraindre les pays, si vous voulez, à adopter un comportement altruiste dans les négociations. La France ne doit pas réduire ses émissions de gaz à effet de serre
pour elle-même, elle doit les réduire pour les habitants du Bangladesh, de l'Afrique subsahélienne ou des petites îles du Pacifique. Le problème, évidemment, c'est qu'on sait qu'en relations internationales, les États cherchent avant tout à poursuivre leur intérêt national et font rarement des choses juste pour faire plaisir aux autres. C'est pourtant ce à quoi nous devons arriver dans la négociation sur le climat, et nous devons trouver des moyens pour faire en sorte de montrer aux États qu'il est dans leur intérêt global et commun, au-delà de leur intérêt national, de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Et donc c'est une négociation qui doit être foncièrement cosmopolitique, c'est-à-dire qui doit partir de l'idée que le sort des habitants du Bangladesh ne nous est pas indifférent. Et ce n'est pas évident. Parce que le Bangladesh est un pays qui paraît très 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 lointain, et c'est un pays dans lequel peu d'entre vous auront un jour l'occasion de mettre les pieds. Comme c'est de l'altruisme, ne pouvait pas venir naturellement et spontanément, on a mis en lumière, et on le met de plus en plus, le fait que le changement climatique représente aussi un enjeu de sécurité. Et donc une façon de convaincre les États industrialisés d'agir, c'est de leur dire, si vous n'agissez pas, vous allez vous retrouver avec des conflits et des guerres aux quatre coins du monde qui vont produire des réfugiés et que vous allez devoir gérer. En d'autres termes, ça va vous revenir dans la figure comme un effet boomerang si vous ne réduisez pas vos émissions de gaz à effet de serre maintenant. Et donc il y a eu un véritable mouvement politique pour faire du changement climatique un enjeu de sécurité, pour le présenter comme un enjeu de sécurité pour les États. C'est de cette démarche que participe évidemment l'attribution du prix Nobel de la paix 2007 à Al Gore et au GIEC. On pourrait au fond s'étonner que le GIEC, qui est essentiellement composé de physiciens et de géophysiciens, ait reçu un prix Nobel de la paix plutôt qu'un prix Nobel de physique. C'était quelque part une sorte de reconnaissance officielle par le comité Nobel que le changement climatique aujourd'hui représentait une menace pour la sécurité et la stabilité mondiale. Et il y a effectivement de la vérité là-dedans. Ce n'est pas juste une tactique pour convaincre les États d'agir et de réduire leurs émissions. Le changement climatique représente aussi un enjeu de sécurité. Par exemple, on observe une corrélation très forte entre des variations de température, même infimes, de l'ordre d'1,5 degré en plus ou en moins, et l'occurrence de guerres civiles en Afrique. On observe aussi, de façon peut-être encore plus surprenante, une corrélation très forte entre la criminalité aux États-Unis et la température. Aux États-Unis, plus il fait chaud, plus on se tue. Alors, toute la difficulté, c'est de voir s'il est possible, à partir de ces corrélations statistiques très fortes, d'établir un lien de causalité, parce que, bien entendu, corrélation ne veut pas dire causalité. Et si on regarde cette corrélation entre les statistiques de criminalité et les températures aux États-Unis, on peut se dire, oui, mais quand il fait chaud, les gens sortent davantage de chez eux et donc ont davantage d'interactions sociales et donc davantage d'occasions de se disputer et de se tirer dessus. Il y a encore aujourd'hui un très gros enjeu de recherche qui consiste à essayer d'étudier les mécanismes de causalité par lesquels les crises climatiques peuvent provoquer des crises politiques. Vous savez qu'on parle beaucoup pour le moment des origines climatiques de la guerre en Syrie, par exemple, et que plusieurs travaux ont mis en évidence le fait que ce sont des sécheresses à répétition
mal gérés par le gouvernement de Bachar el-Assad au milieu des années 2000, qui ont provoqué un exode rural massif et qui ont déstabilisé le pays et qui ont mené à la guerre que l'on connaît aujourd'hui. Alors, il faut veiller à ne pas être essentialiste et à ne pas réduire les causes de la guerre en Syrie aux sécheresses des années 2000, mais de la même manière, je pense qu'on ne peut pas comprendre profondément la crise syrienne sans prendre en compte ces sécheresses au milieu des années 2000. Et on le sait, les sécheresses et les famines sont un puissant moteur de révolution et de contestation de l'ordre social établi. Le meilleur exemple que nous connaissions, c'est évidemment la Révolution française, dont le point de départ, il faut le rappeler, est une famine dans les campagnes. Ce qui déclenche la Révolution française, c'est le fait que les paysans ont faim, qu'ils savent qu'il y a des réserves de nourriture à Paris et qu'ils vont marcher sur Paris à la fois pour prendre les réserves de nourriture et pour demander l'aide du gouvernement. Et par la suite, certains esprits éclairés, profitant de cette masse en colère dans les rues de Paris, vont détourner leur colère contre les élites, les nantis et la monarchie, et on sait ce que la Révolution française est devenue et ce qu'elle l'a amené. Mais il ne faut jamais oublier que le point de départ de la Révolution française, c'est une famine dans les campagnes. Il ne faut jamais oublier que la Bastille est prise le 14 juillet 1789, pas pour libérer des prisonniers, mais pour s'emparer du stock de patates qui est contenu dans la prison. Et donc on sait que la faim, que les sécheresses sont des puissants moteurs de révolution. Et donc aujourd'hui, il y a tout un pan de la recherche en sciences sociales sur le climat qui vise à essayer d'expliquer et de modéliser la manière dont les crises climatiques peuvent dégénérer en crise politique. Un autre enjeu du changement climatique, ce sont évidemment les migrations et les déplacements de population qui seront induits par le changement climatique. Et lorsqu'on pense à ces déplacements de population, on pense bien entendu en premier lieu aux petits États insulaires. Certains sont devenus aujourd'hui assez connus, des pays comme Tuvalu ou Kiribati, c'est-à-dire des pays dont absolument personne n'avait entendu parler avant que l'on parle du changement climatique, et qui se retrouvent dans les négociations sur le devant de la scène parce que ce sont des pays, des États souverains, dont l'existence même est menacée par la hausse du niveau des mers. Simplement parce que ce sont des pays tout à fait plats, dont le point culminant est situé à 2 ou 3 mètres à peine au-dessus du niveau de la mer, et qui pourraient se retrouver complètement submergés d'ici 50 ou 100 ans. Et donc, pour ces pays comme Tuvalu et comme beaucoup d'autres, ils sont à peu près une trentaine de petits États insulaires dans ce cas, le changement climatique, ce n'est pas une question d'environnement. Le changement climatique, pour eux, c'est une question de survie, y compris une question de survie dans le droit international. C'est un problème relativement inédit que celui de la possible disparition physique d'États souverains. On ne sait pas comment on gérerait la question. Le droit international connaît des disparitions politiques d'États souverains. On en a connu plusieurs, pas très loin d'ici, la Tchécoslovaquie ou la Yougoslavie. Jamais, dans l'histoire de l'humanité, nous n'avons été confrontés à la question de la possible disparition physique d'un État souverain. Et donc, évidemment, ces pays insulaires sont en première ligne dans la négociation parce qu'ils y jouent rien moins que leur survie en tant qu'État souverain. Et puis, il y a bien entendu la question des migrations et des déplacements de population. Aujourd'hui, il apparaît clairement que le changement climatique et plus globalement les dégradations de l'environnement sont un des facteurs majeurs, sinon le facteur majeur, de déplacement de population dans le monde.
si je prends les seules catastrophes naturelles, ces catastrophes naturelles déplacent chaque année dans le monde environ 26 millions de personnes. C'est-à-dire qu'à chaque seconde qui passe, une personne est déplacée par une catastrophe naturelle. Le temps que je prononce cette phrase, 10 personnes ont été déplacées. Dans ces catastrophes naturelles, on estime que 85% d'entre elles sont liées à des dérèglements hydroclimatiques. C'est-à-dire que le changement climatique va avoir une influence directe sur 85% de ces catastrophes qu'il va aggraver et exacerber. Et à ce chiffre annuel de 26 millions de personnes s'ajoutent tous ceux qui sont déplacés par les impacts plus graduels du changement climatique, comme la hausse du niveau des mers ou la désertification, qui souvent vont se déplacer sur d'assez courtes distances et qui forcément vont échapper à tout comptage statistique parce qu'aucune agence humanitaire ne va s'occuper d'eux et parce qu'ils ne vont pas téléphoner à leur gouvernement pour l'avertir qu'ils ont bougé. Si nous partons vers un monde à 4 degrés, où plusieurs zones deviendront carrément inhabitables, il va falloir que nous ayons un débat global sur la distribution mondiale de la population, la distribution géographique, simplement où les gens peuvent-ils habiter. C'est un débat que nous ne sommes pas prêts du tout à avoir. Voyez la crise politique que provoque pour le moment en Europe l'arrivée de 500 000 réfugiés d'un pays situé sur la rive sud de la Méditerranée. Si 500 000 réfugiés provoquent une telle crise politique, de telles crispations, de telles tragédies également et de telles scènes insoutenables, comment va-t-on à l'avenir penser ensemble le déplacement de centaines de millions de personnes? Comment va-t-on réfléchir ensemble aux endroits où ces gens peuvent habiter et à la manière dont on va aménager ces nouvelles zones de peuplement? Comment va-t-on choisir les territoires qu'on va protéger et les territoires qu'on va sacrifier? Je vais juste prendre un exemple ici. Je vous dis que ce qui était à peu près certain, c'est que le niveau de la mer allait monter d'1 mètre d'ici la fin du siècle. Ça, c'est certain. Une élévation du niveau de la mer d'1 mètre représente pour le Vietnam une perte de 26 000 km² de territoire. C'est-à-dire une perte de 10% de son territoire. Alors, il y a la question vietnamienne qui est de savoir est-ce qu'on va pouvoir protéger toute la côte? Est-ce qu'on va faire déménager des populations entières? Comment est-ce qu'on va gérer ça? Et puis, il y a aussi un aspect de sécurité. Le moteur essentiel des guerres à travers l'histoire de l'humanité, c'est quand même la conquête de territoires. On s'est battu pour des territoires ridicules. La guerre des Malouines entre la Grande-Bretagne et l'Argentine porte sur quelques cailloux à peine habités. Il y a 1 an d'ici, le Japon et la Chine étaient à 2 doigts de s'envoyer des missiles pour quelques rochers inhabités et inhabitables en mer de Chine. Et là, nous sommes face à une hausse du niveau des mers qui, pour un seul pays, va provoquer une perte de 10% de son territoire. Je vous laisse imaginer les possibles enjeux de sécurité et les possibles tensions qui vont naître des choix entre les territoires à protéger et les territoires à sacrifier. Et donc, on va avoir de plus en plus une imbrication de questions
climatique avec des questions de sécurité. La distinction aujourd'hui qu'on aime faire largement pour des besoins pédagogiques entre les réfugiés climatiques, les migrants économiques et potentiellement les réfugiés politiques, demain, il va devenir relativement difficile de distinguer entre réfugiés politiques et réfugiés climatiques. Souvent, les gens seront les deux à la fois, et aussi sans doute migrants économiques. Et donc, on va voir que toute une série de catégories que l'on utilise aujourd'hui, demain, vont perdre leur sens. La NASA a simulé en rouge sur la carte, j'espère que vous voyez à peu près, les territoires qui se trouveraient inondés dans cette hypothèse. Vous voyez que des pays qui comptent parmi les plus densément peuplés sur cette planète, notamment les Philippines ou l'Indonésie, perdraient des portions tout à fait significatives de leur territoire. Sachant cela, et sachant la menace considérable que le changement climatique fait peser sur l'humanité, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que ça coince? Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas, dans les négociations internationales, en tout cas jusqu'ici, à prendre une action résolue pour nous préserver de cette menace? Car soyons clairs, c'est une menace qui pèse sur l'humanité, pas sur la Terre. Et tous ceux qui disent il faut sauver le climat ou sauver la planète se trompent. La planète continuera à se porter très très bien. La planète a connu des changements climatiques d'ampleur beaucoup plus considérable il y a des milliers d'années, et en connaîtra d'autres dans le futur. Ce qui est en cause ici, ce n'est pas la planète, c'est les conditions de vie sur la planète pour les humains. C'est ça véritablement qui est en cause, et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et c'est pour cela qu'on est, sans employer des grands mots, à un moment de vérité où nous allons décider des conditions dans lesquelles nos petits-enfants vivront. Pourquoi est-ce que ça coince? Les négociations coincent parce qu'elles sont confrontées à trois problèmes fondamentaux. Le premier, c'est qu'il n'existe aucun lien entre les émissions de gaz à effet de serre qui sont produites par un pays et les impacts du changement climatique qui sont subis par ce pays. Et de la même manière, il n'existe aucun lien entre les émissions de gaz à effet de serre qui sont produites par une génération et les impacts du changement climatique qui sont subis par cette génération. Ça a l'air évident et facile à comprendre comme ça, mais dans l'imaginaire collectif, ce n'est pas du tout ancré. Dans l'imaginaire collectif, beaucoup de gens s'imaginent qu'il existe un lien entre les émissions qu'ils produisent et les impacts qu'ils subiront, comme s'il y avait une sorte de justice immanente qui allait s'abattre sur eux. Je vous raconte juste une anecdote amusante, enfin, moi je la trouve amusante, j'espère que vous la trouvez amusante, qui m'est un jour arrivé une fois que j'avais été convié sur la radio RTL pour faire l'émission Les auditeurs ont la parole. C'est une émission que vous avez peut-être déjà écoutée, qui passe sur le temps de midi, où donc on choisit un sujet d'actualité, il y a un pseudo-expert dans le studio, les auditeurs appellent, posent des questions à l'expert, et l'expert répond. Et donc, RTL m'appelle un matin en disant « Ah, professeur, on a décidé de consacrer notre émission de ce midi au climat. Est-ce que vous seriez d'accord de venir répondre aux questions des éditeurs dans notre studio rue Bayard ?» Et donc j'y vais à midi,
j'avoue, sans prêter attention au fait que la France connaissait ces jours-là un épisode de froid exceptionnel. Et qu'en réalité, il ne voulait pas du tout faire l'émission sur le climat, il voulait faire l'émission sur la météo. Oui. Et que donc je me retrouve comme expert en studio à devoir répondre à des questions qu'on adresserait à un monsieur météo. Et évidemment, revient la vieille litanie, on nous dit que les températures se réchauffent, mais il fait -20 à Besançon. On nous dit qu'il y a le réchauffement climatique, mais j'ai 15 cm de neige sur mon toit ce matin. Comment est-ce que vous expliquez ça? Et donc je rame un peu pendant toute la première partie de l'émission pour expliquer que la météo n'est pas le climat, que la météo est une manifestation instantanée du climat, mais qui ne dit absolument rien du climat, qui est une étude sur de longues séries temporelles, et qu'un épisode de grand froid n'invalide pas du tout la théorie du changement climatique, de la même façon qu'un été particulièrement chaud ne la valide pas non plus. Et puis après une pause publicitaire, après que j'ai sermonné les animateurs et les ai sommés de prendre une question sur le climat et plus sur la météo, revient à l'antenne un type qui se présente comme un ingénieur de Bordeaux. Je ne sais pas s'il y a des ingénieurs parmi vous, mais c'est un truc que les ingénieurs aiment bien faire. Ils aiment bien se présenter comme ingénieurs. Et donc le type me dit, voilà, je voudrais féliciter le professeur Chemaine pour avoir bien expliqué la différence entre la météo et le climat. Ce n'est pas du tout la même chose, et tous les auditeurs précédents étaient des débiles profonds. Moi, je crois au contraire, alors que tout le monde se plaint de cet épisode de grand froid, je crois au contraire qu'il faut se féliciter de cet épisode de grand froid. Ça veut dire que le climat en France est revenu à la normale. J'ai dit, monsieur l'ingénieur de Bordeaux, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Le climat est revenu à la normale. Il me dit, ben oui, il y a 3 ans, le président Sarkozy a fait le Grenelle de l'environnement, on a pris ce train de mesures environnementales, nous voilà 3 ans après, le climat est revenu à la normale en France grâce à l'action du président Sarkozy. On pourra penser ce qu'on veut de l'action environnementale de Nicolas Sarkozy, du bon et du moins bon, mais c'était touchant d'imaginer que le type pensait sincèrement que par des mesures, des politiques environnementales qu'on allait mettre en œuvre dans un pays, on allait pouvoir faire revenir le climat à la normale, selon ses propres termes, dans ce pays 3 ans plus tard. Et l'anecdote fait sourire, mais ce lien reste profondément ancré dans l'imaginaire collectif, l'idée qu'il y ait un lien de cause à effet entre nos émissions et les impacts que nous subirons. Ce lien de cause à effet, il se fait au niveau global et intergénérationnel, mais pas du tout à l'échelle d'un pays ou d'une génération. Et c'est quelque chose qui rend naturellement la négociation internationale extraordinairement difficile. Le fait que c'est une négociation qui doit forcément être altruiste et cosmopolitique. Et puis il y a une troisième difficulté. La troisième difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent que rien ne change. Ce n'est pas forcément des climato-sceptiques ou des gens qui ne croient pas au changement climatique ou des gens qui en ont marre qu'on leur rabâche les oreilles avec le changement climatique. C'est simplement des gens dont le modèle économique dépend de la consommation des énergies fossiles. Sur les 10 premières entreprises mondiales en termes de capitalisation boursière, 8 sont directement liées au pétrole. Ce sont soit des compagnies pétrolières, soit des fabricants d'automobiles, soit des industries chimiques. Sur les 10 premières entreprises mondiales, sur les 10 plus grosses entreprises mondiales, il y en a 8 dont la survie dépend dont le business model dépend directement du pétrole. Alors, ça ne veut pas dire que ce sont forcément des grands méchants ou des ennemis avec qui il est impossible de discuter, mais ça veut dire que ce sont
des entreprises qui vont devoir changer radicalement leur fusil d'épaule si on passe dans une société post-carbone. Et ce n'est pas facile à faire pour une entreprise, parce que ça implique de se renouveler complètement. C'est extrêmement difficile. Il n'y a pas énormément d'entreprises qui ont réussi à faire ça. Un bon exemple, c'est Western Union. Western Union a commencé aux États-Unis à développer le service de diligence, et puis est arrivé le télégraphe qui a rendu les diligences obsolètes. Western Union s'est respécialisé dans le télégraphe et est devenu une firme de télégraphe. Et puis aujourd'hui, on n'utilise plus beaucoup le télégraphe pour les communications. Western Union est aujourd'hui le leader mondial du marché des remises d'épargne des migrants. Vous avez déjà tous vu des agences Western Union dans les villes, vous vous êtes peut-être demandé ce que c'était. Ce sont des sortes de petites banques où les immigrés peuvent aller déposer en liquide une partie de leurs économies que Western Union va envoyer, ou plutôt va mettre à disposition de leur famille dans leur pays d'origine. Moyennant évidemment une commission substantielle qui lui fait faire aujourd'hui des profits gigantesques. Ceci pour dire que voilà une entreprise importante qui a réussi à adapter complètement, à plusieurs reprises, son business model. Aujourd'hui, McDonald's, par exemple, McDonald's France en tout cas, réfléchit sérieusement et se projette sur les 10 prochaines années dans un modèle où le hamburger ne sera plus son produit d'appel principal, mais un produit relativement marginal qu'ils vendront. C'est pour ça que McDonald's en France, vous l'aurez peut-être remarqué, a largement développé les McCafé, les salades, les sandwichs baguettes, etc., parce qu'ils sont engagés dans un plan qui va marginaliser le hamburger. Ce qui veut dire que même des entreprises comme McDonald's, qui sont souvent des entreprises considérées comme honnies par les mouvements écologistes, peuvent envisager et peuvent se projeter dans un futur, disons, post-carbone. Et McDonald's France, pour l'anecdote, est aujourd'hui la filiale de McDonald's considérée comme modèle par la maison mère aux États-Unis. McDonald's, au niveau mondial, est en grosse difficulté et perd d'énormes parts de marché aux États-Unis, sauf en France où McDonald's continue à gagner des parts de marché, et c'est en France que McDonald's est le plus profitable en réalité. Le croirait-on au pays de la gastronomie. Ceci pour dire qu'il est possible pour une entreprise de se réinventer. Simplement, la question, c'est est-ce que ces 8 entreprises parmi le top 10 mondial auront la volonté de le faire? Ce n'est pas garanti. Ce n'est pas garanti. Dans les 10 premières entreprises mondiales, on ne trouve aucune banque. Pourtant, vous savez qu'en 2008, on a investi des sommes d'argent public considérables pour sauver les banques. Et on l'a fait parce qu'on considérait qu'une faillite des banques aurait eu des conséquences sur l'économie mondiale trop graves et que donc c'était un jeu qui en valait la chandelle et que l'investissement, même s'il était conséquent, même si c'était un effort public considérable, qu'il n'y avait pas le choix, que pour éviter une crise économique généralisée, il fallait sauver les banques. S'il y a une banque dans le top 10 mondial, imaginez le poids économique que représentent ces entreprises. Il y en a une parmi les 8, une française, c'est Total. Et ce n'était pas évident pour une entreprise de se réinventer de cette façon. Je vais juste prendre l'exemple d'une autre de ces 8 entreprises, c'est BP, British Petroleum. Il y a une dizaine d'années, les gens de BP s'étaient dit « On a conscience que le pétrole, ça ne va pas durer éternellement. On est une vieille entreprise et si on veut continuer à exister encore dans 50 ans, il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on va faire après le pétrole. Et donc, il faut qu'on commence à investir sérieusement dans les énergies renouvelables. Et BP avait lancé tout un plan d'investissement massif dans le renouvelable et avait d'ailleurs changé son slogan. BP était devenu Beyond Petroleum, au-delà du pétrole.
Ça paraissait la chose à faire. Et puis est arrivée la marée noire dans le golfe du Mexique. Vous vous souvenez de cet accident sur la plateforme Deepwater Blue Horizon. Et l'action de BP en bourse a commencé à chuter. Et les actionnaires ont dit ta. C'est bien joli ce truc Beyond Petroleum, ces investissements de long terme dans les énergies renouvelables, etc. Mais nous, on veut un retour sur notre investissement maintenant. Et ce qui rapporte encore le plus aujourd'hui pour $1 investi, c'est de l'investir dans le pétrole. Et BP est redevenu back to petroleum, retour au pétrole sous la pression de ses actionnaires. Et donc il y a cette contradiction aujourd'hui qui fait qu'en même temps nous savons, et les entreprises pétrolières, mais aussi les fabricants de voitures le savent, c'est qu'il faut investir sur du long terme, avoir une vision de long terme si elles veulent encore exister dans 40 ou 50 ans, mais qu'en même temps sur le court terme, pour satisfaire les actionnaires, c'est encore $1 investi dans le pétrole qui rapporte le plus aujourd'hui. Raison pour laquelle, aujourd'hui se pose de plus en plus la question, et c'est une question qui est notamment posée et par Naomi Klein et par le pape, du lien et de la possibilité de combiner la lutte contre le changement climatique avec le système capitaliste, qui est un système par nature de court terme, tel qu'il est organisé aujourd'hui. Je termine dans les 5 prochaines minutes. On va passer ceci sur les climato-sceptiques. Juste pour dire que il me semble qu'il y a quand même quelques nouvelles qui doivent néanmoins nous inciter à l'optimisme à l'approche de la conférence de Paris. La première, ce sont ces grandes manifestations qu'on a vues en septembre dernier et qui montrent, je crois, une sorte de réveil de la société civile. Et je pense qu'il est extrêmement important et qu'il sera extrêmement important à l'approche de Paris d'avoir ce type de manifestation. Parce que jusqu'ici, sur le changement climatique, on entendait beaucoup ceux qui voulaient que rien ne se passe. Les climato-sceptiques ou les intérêts industriels. Et comme la plupart des pays industrialisés qui doivent réduire leurs émissions sont aussi des démocraties, c'est-à-dire que ce sont des pays dans lesquels les gouvernements doivent quand même peu ou prou tenir compte de la vie de leur population. Et jusqu'ici, leur population, si les gouvernements n'agissaient pas, et il faut aussi nous en faire le reproche à nous-mêmes, si les gouvernements n'agissaient pas, c'est aussi parce que leur population leur disait de ne rien faire. Que le changement climatique, on n'y croit pas, que le changement climatique, on en a marre, que c'est une menace pour l'économie, etc. Et donc c'est souvent facile de taper sur les gouvernements et de condamner l'inaction des gouvernements, mais à un moment donné, il est de notre responsabilité à chacun, en tant que citoyen, de dire à nos gouvernements que nous attendons d'eux qu'ils prennent action sur le changement climatique. Et trop souvent, lorsqu'on a parlé de la responsabilité de chacun dans le changement climatique, on a fait peser cette responsabilité sur nos épaules en tant que consommateurs. On a dit, vous pouvez lutter contre le changement climatique en achetant des produits locaux, en vous déplaçant davantage en transport en commun, en isolant davantage votre logement, etc., ou en installant des chauffe-eau solaires. On nous faisait réagir en tant que consommateurs. Je pense qu'il est très important que nous puissions aussi réagir en tant que citoyens et dire, voilà l'action que nous demandons à nos gouvernements. Et je pense que tant que nous n'aurons pas cette réaction citoyenne, mais uniquement une réaction de consommateurs, nous ne parviendrons pas à lutter efficacement contre le changement climatique, parce que nos gestes quotidiens, l'action des consommateurs, c'est un levier sur à peu près 13% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Alors bien sûr, c'est important, on ne peut pas se passer de ces 13%, mais on sait bien que ça ne suffira pas et que, en tant que consommateurs, nous décidons de 13% des émissions de gaz à effet de serre. En tant que citoyens, nous décidons de 87%. Et que si on réagit uniquement en tant que consommateur, on n'ira pas très loin. L'autre bonne nouvelle, c'est évidemment cet accord qui était conclu en novembre dernier entre les deux principaux émetteurs de gaz à effet de serre, la Chine et les États-Unis. Alors on pourra dire,
Oui, c'est un accord insuffisant, ça ne va pas suffisamment loin, c'est vrai. Le niveau d'ambition est trop faible, c'est vrai. Mais pour la première fois, les deux principaux pays pollueurs prennent les devants et sortent de leur position attentiste dans la négociation pour dire nous avons une responsabilité particulière et donc nous devons agir également indépendamment de la négociation internationale. Et ça me paraît être un signe très encourageant, le fait que Chine et États-Unis sortent de leur position attentiste, qui était une position confortable, en disant on suivra l'accord qui se dessinera, mais ne comptez pas sur nous pour en être les moteurs. J'accélère un tout petit peu et on arrive à la dernière slide. Aujourd'hui, je pense néanmoins que les négociations sur le changement climatique, telles qu'elles sont organisées, subissent un quintuple problème. Et que par rapport à la COP21, un des principaux obstacles à la réussite de cette COP21, c'est qu'aujourd'hui, l'objet principal des négociations sur le climat, ce n'est plus le climat, mais ce sont les négociations elles-mêmes, où chaque COP sert en quelque sorte à préparer la prochaine. Et on est dans un système qui cherche surtout à assurer, dans une sorte de microsystème, qui cherche surtout à assurer son renouvellement permanent. Et je pense que si on veut pouvoir avancer radicalement en matière de négociation internationale, et si on veut pouvoir combler le décalage qui existe aujourd'hui entre l'état de ce qui se fait tous les jours dans les municipalités, dans les entreprises, chez chacun d'entre nous pour lutter contre le changement climatique, avec l'état des négociations internationales, il y a 5 problèmes à résoudre. Et je pense qu'aujourd'hui, ce décalage est véritablement un obstacle, où les gens font des choses, les municipalités font des choses, les associations font des choses, certains pays font des choses, mais on a l'impression que rien n'avance au niveau international parce que les négociations restent bloquées, et c'est un côté démotivant. Et aujourd'hui, il faut que l'état des actions en matière de lutte contre le changement climatique puisse se réconcilier avec l'état des négociations sur le sujet. Et ça implique, je pense, de surmonter ces 5 problèmes. Le premier problème, c'est un problème d'acteurs. Aujourd'hui, les acteurs qui sont autour de la table, ce sont uniquement les gouvernements. Et on sait que les gouvernements ont en réalité une capacité d'action et une capacité de levier assez limitée sur les émissions de gaz à effet de serre. 70% des émissions sont produites dans les villes. Les municipalités n'ont pas le droit de s'asseoir à la table des négociations. Les compagnies aériennes ne sont pas non plus représentées à la table des négociations. Et donc je pense qu'il faut pouvoir casser les codes traditionnels de la négociation intergouvernementale pour l'ouvrir à d'autres acteurs qui ont d'autres leviers sur les émissions de gaz à effet de serre. Deuxième problème, c'est un problème de coopération. Aujourd'hui, on reste encore dans une vieille structure de négociation internationale où on s'imagine qu'on va décider ensemble d'un accord et qu'en fonction de cet accord, les différents pays vont élaborer leur politique climatique. Depuis 2009, les pays émergents ont dit qu'il n'en était pas question et que ce n'était pas comme ça qu'ils voulaient travailler, qu'ils voulaient élaborer leur politique climatique d'abord et puis voir comment les mettre en commun au niveau international. C'est une approche radicalement différente. On était jusqu'ici dans une approche top-down, on fait l'accord et puis chacun applique l'accord et fait ses politiques en fonction de l'accord. On est aujourd'hui dans une logique complètement renversée où les pays en développement et les pays émergents veulent pouvoir décider eux-mêmes de leur politique et puis voir après comment les coordonner et les harmoniser dans un accord. Aujourd'hui, l'accord international passe en second après les politiques nationales. Et dans la sphère des négociations, on n'a pas encore vraiment réalisé que ce basculement s'était opéré et on continue volontiers à considérer que l'accord est premier et les politiques nationales secondes. Ce n'est plus le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Troisième problème, c'est un problème de temps. Il y a aujourd'hui une véritable urgence à agir
Et comme je le disais, le sujet des négociations aujourd'hui, c'est les négociations et la perpétuation de cet écosystème de négociations qui finalement nous fait perdre énormément de temps. Et donc je pense qu'il faut pouvoir sortir de cette logique de procrastination permanente pour retrouver l'urgence à agir. Il y a aussi un problème de représentation. Je pense que la solution à un problème tient largement à la représentation que l'on se fait du problème. Or, aujourd'hui, le changement climatique, ça veut dire des choses très, très différentes pour les différents pays. Pour certains, c'est une question de survie, pour d'autres, une question de développement, pour d'aucuns, une question de sécurité, de migration, d'agriculture. Il faut aujourd'hui pouvoir arriver à cette représentation commune et donc à faire de la lutte contre le changement climatique un projet politique commun. Aujourd'hui, la lutte contre le changement climatique reste essentiellement perçue comme une contrainte à laquelle chacun essaie d'échapper. Je pense que la façon d'en sortir, c'est de faire en sorte que la lutte contre le changement climatique devienne véritablement un projet politique mobilisateur. Le GIEC et les travaux scientifiques ont largement décrit un monde repoussoir, le monde catastrophique dans lequel nous vivrions si jamais nous arrivons à 4 ou à 6 degrés, si nous ne limitons pas nos émissions de gaz à effet de serre. Ce que nous n'avons pas réussi à décrire ensemble, c'est le monde dans lequel nous aspirerions à vivre. Si nous parvenons à lutter contre le changement climatique, quel est le monde que nous voudrions? Quel est notre désir aspirationnel et quel est le chemin qui pourra nous y conduire? Si je prends un parallèle avec la construction européenne, ce qui a fait que l'on a pu construire l'Union européenne, c'est qu'il y avait ce projet politique d'un continent prospère, unifié et pacifié. On n'a pas construit l'Union européenne à coups de quotas laitiers, de majorité qualifiée et d'eurocrates bruxellois, ça n'aurait jamais marché. On a accepté les quotas laitiers, les mesures de rigueur, les 3% maximum de déficit, les eurocrates bruxellois, les directives de la Commission, parce qu'on savait que derrière tous ces mécanismes, derrière toutes ces contraintes, il y avait ce projet politique incroyablement fort de construction d'un continent unifié et pacifié et prospère. Tant que nous n'aurons pas le même type de projet politique pour organiser la lutte contre le changement climatique, nous continuerons à la voir comme une contrainte à laquelle nous essaierons forcément d'échapper. Et là, je pense qu'il y a un défi fondamental qui nous touche tous en tant que citoyens, c'est cette construction de ce monde aspirationnel qui répondrait à ce monde repoussoir que nous connaissons si nous ne parvenons pas à lutter contre le changement climatique efficacement. Et puis enfin, cinquième et dernier problème, il y a encore un problème d'isolation, où beaucoup rangent encore le changement climatique dans la catégorie problème d'environnement, qui va se régler par des solutions environnementales et qu'on va régler par un traité environnemental. C'est ce qui fait que les négociations sur le changement climatique aujourd'hui sont dans une sorte de bulle qui semble complètement détachée des réalités du changement climatique, mais aussi d'autres réalités du monde où il n'y a aucun lien avec la réforme des marchés financiers, avec les questions de commerce international ou d'agriculture, par exemple. Et donc, je pense que ce qui va nous permettre aussi d'arriver à un succès dans les négociations, c'est de cesser de considérer que la question du changement climatique pourra se résoudre avec un traité environnemental, comme si c'était une question environnementale. C'est avant tout une question de justice et d'équité, une question de développement, de survie, une question de migration, une question de santé publique. Si nous ne prenons pas en compte ces questions, nous continuerons à concevoir pour le changement climatique une solution qui sera exclusivement une solution de politique environnementale, c'est-à-dire une solution qui sera insuffisante pour traiter le problème dans le long terme. Voilà, et je vais m'arrêter ici pour laisser la place aux questions. Merci beaucoup.